Alors, est-ce que le blé est un outil ou est-ce qu'au départ c'est surtout une plante? C'est une plante assez magique en fait parce qu'elle est ancienne. Elle a été cultivée il y a moins 10 000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, ce qu'on a appelé le croissant fertile. Et depuis, le blé en fait s'est imposé comme l'un des produits agricoles et l'un des produits alimentaires phares pour l'humanité. Produit phare parce que le blé c'est le pain, c'est la farine, c'est aussi les pâtes, un certain nombre de produits qui sont consommés en fait aujourd'hui aux quatre coins de la planète. Et ce blé, il est géopolitique précisément parce qu'au-delà de sa profondeur historique, au-delà du fait qu'il est consommé partout sur la planète par des milliards d'individus, en fait il est hyper concentré. Sa production, aujourd'hui, il y a un peu plus d'une centaine de pays dans le monde qui produisent du blé. On ne peut pas en faire partout, mais une centaine de pays en produisent. Par contre, vous avez les 15 premiers producteurs qui font 85% de la récolte mondiale. Et en fait, ce chiffre ne bouge pas depuis à peu près 50 ans. Et nous avons même, sur le terrain du commerce international, cette concentration, elle est encore plus radicale. Vous avez les 8 premiers exportateurs mondiaux de blé qui font plus de 80% des échanges internationaux. Et donc, en fait, il y a une dimension géopolitique, précisément parce que, entre l'aspect géographique, territorial et spatial, il y a évidemment des considérations sur les dynamique de population, dynamique de consommation et surtout dynamique de mobilité. Le grand enjeu du blé, en fait, qui s'intensifie au fil du temps, c'est sa mobilité. Peu de pays producteurs-exportateurs, des consommations aux quatre coins du monde. Et donc tout le défi, c'est comment je déplace ces récoltes d'un point à l'autre de la planète ou d'un point à l'autre même d'un territoire, d'un pays tout simplement. Ce qui est très intéressant dans la mobilité du blé, c'est que évidemment vous avez cette inconnue permanente autour du climat et des récoltes. On ne connaît une récolte qu'au dernier moment. On peut faire des prévisions, on a une estimation. Et au moment de la récolte, vous connaissez et votre volume et votre qualité. Et de ce volume et de cette qualité se fait ensuite le jeu du commerce pendant plusieurs mois derrière, parce que tous les pays ne consomment pas le blé sous les mêmes formes, n'attendent pas les mêmes typologies de blé. Et donc vous avez énormément de variétés de blé dans le monde. Ce qui fait que sur le commerce international, bien sûr, il y a une dimension géopolitique au sens dur, mais il y a aussi une géopolitique culturelle, il y a une géopolitique évidemment économique, parce que le prix du blé n'est pas stable, évolue en fonction des récoltes et des demandes, et parfois, bien sûr, du coup, en fonction du climat et de la géopolitique. Ça fait un gros siècle qu'on essaye d'organiser un système international agricole et alimentaire où on essaierait d'avoir un maximum de coordination en fait, entre les acteurs pour les produits de base. Le blé en fait partie, et le blé en fait, il est assez présent dans la discussion multilatérale ces dernières années. Si on prend vraiment depuis le début de ce siècle, on a eu entre le G8, G7 et le G20 énormément de réunions ministérielles où les questions de sécurité alimentaire étaient sur la table, et le blé faisait partie un peu des produits phares pour expliquer qu'il fallait que les pays se coordonnent. Pourquoi se coordonner? En fait, pour partager de l'information. Quel est l'état des récoltes à prévoir dans votre pays? Quels sont vos stocks? Quelle quantité allez-vous pouvoir exporter, ou de quelle quantité avez-vous besoin cette année à l'import? Donc ce genre de partage d'informations déjà très précieux. Et il faut se souvenir par exemple que le G20 a instauré un système en 2011 qui s'appelle AMIS, d'ailleurs un beau clin d'œil en français, AMI, pour partager de l'information sur l'état des récoltes en quantité, en qualité, en caractéristiques et les besoins. L'autre dimension multilatérale qui est souvent recherchée, c'est comment, quand les prix flambent, faire en sorte que les pays qui achètent beaucoup de blé, qui n'en produisent pas assez par rapport à leur consommation intérieure, et qui sont des pays qui ne sont pas en grande forme économique et qui peuvent parfois connaître des problèmes de gouvernance intérieure, comment bénéficier d'un soutien, d'une aide, d'une coopération de la communauté internationale pour acheminer du blé, ces céréales qui sont déterminantes pour la sécurité alimentaire des populations, dans des conditions les plus efficientes possibles, y compris d'un point de vue tarifaire. C'est-à-dire, quand le prix s'envole, comment faire en sorte qu'un pays qui n'a pas les moyens forcément d'acheter du blé puisse continuer à en faire venir. Et donc là, vous avez des mécanismes de solidarité qui peuvent se mettre en place. Au niveau européen, il faut savoir que ça s'appelle l'Union européenne et la politique agricole commune. On a mis en commun des productions avec des systèmes préférentiels pour les États membres. Mais au niveau international, ces dernières années, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent surtout d'honorer les engagements. Et ça, c'est un des points fragiles ces derniers mois, parce que la guerre en Ukraine, la crise du Covid,
l'intensification des jeux stratégiques autour de l'agriculture font que certains acteurs, encore une fois des pays ou des acteurs privés, ne sont pas forcément au rendez-vous de leurs engagements. Et donc ils vont rompre des contrats. On ne va pas finalement livrer tel acheteur ou tel pays parce que, entre-temps, j'ai reçu une offre plus intéressante. Je casse le contrat ou je défais le contrat. De toute façon, le contrat, le droit, les engagements, ce n'est pas forcément mon tempérament. À côté de ça, vous avez des acteurs, encore une fois, l'Europe en est le meilleur exemple, honorent leurs engagements. C'est-à-dire, il est hors de question, si vous avez promis à un pays, à un client, de lui fournir telle quantité de blé de telle variété, avec telle caractéristique, à tel prix, vous honorez l'engagement. Ça fait partie des grands aspects aussi géopolitiques contemporains autour du blé, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr une coordination internationale à imaginer en termes de partage d'informations, je le dis, d'autant plus qu'on est dans une ère de désinformation. Donc tout ce qui est précieux aujourd'hui fait l'objet de désinformation. Il y a énormément de désinformation autour du blé et des céréales dans le monde. Mais il y a aussi cet aspect, encore une fois, de se conformer aux droits, aux règles et aux engagements. Ça pose la question de la confiance. Et aujourd'hui, il y a des acteurs dans le monde qui ont peu confiance envers certains acteurs. Et c'est là où l'Europe aura peut-être quelque chose à mettre davantage sur la table dans les prochaines années. C'est que l'Europe génère de la confiance, incarne de la confiance collective. Et c'est vrai aussi vis-à-vis du reste du monde qui regarde parfois les productions agricoles et céréalières de l'Europe comme stables, fiables et arrivant toujours auprès du client qui les a achetés. Et ça, c'est quand même un atout stratégique que l'Europe pourrait un jour davantage monétiser. Alors ce qui est certain, c'est que le climat comprime les potentiels agricoles au niveau planétaire. En fait, on a quelques espaces dans le monde qui vont être un peu gagnants du changement climatique. La caricature, c'est une grande partie de la Russie, et notamment les espaces sibériens, qui, gagnant des températures, vont pouvoir mettre plus de terre en culture et augmenter des productions agricoles, et notamment céréalières. On pourrait éventuellement évoquer le nord du Canada, et dans un avenir beaucoup plus lointain, le Groenland. L'autre réalité géographique, c'est que beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui qui cultivent du blé vont connaître des difficultés à en produire autant demain, parce que le changement climatique, les sécheresses, l'aridité du climat, des températures plus élevées font que cultiver du blé va être plus compliqué, en récolter en qualité va être également compliqué, et quelque part, les changements climatiques, en fait, accentuent les interdépendances sur le plan spatial. Plus il y a de changements du climat, plus l'agriculture mondiale devient interdépendante. Il y aura des pays qui vont peut-être devoir pour certaines années acheter beaucoup à cause du climat. Et donc on voit bien cette équation à remettre en perspective. L'autre problématique, elle est évidemment agronomique et scientifique. C'est-à-dire comment demain je fais pour produire autant de blé ou plus en réduisant l'empreinte environnementale de l'activité agricole, et donc ça pose la question de la durabilité justement de ce développement agricole, moins d'impact sur les écosystèmes terrestres, moins d'impact sur l'eau, sur la terre, pas user les sols pour qu'ils restent productifs le plus longtemps possible. Et là, cette question de la durabilité sur le temps long des sols agricoles, des conditions agricoles et de la production de blé, quand on parle d'innovation, ça va être aujourd'hui par exemple de trouver des variétés plus résistantes à la sécheresse. Ça va être la capacité précisément de se dire peut-être je ne vais pas aller chercher un rendement maximum pendant 10 ans parce que je veux l'étaler comme très bon pendant 20-30 ans et donc je vais étaler dans le temps ma performance là où on a eu un 20e siècle qui a été un peu intensif. On a toujours essayé de faire toujours plus et c'est vrai que ça a posé un certain nombre de problématiques sur l'usure des sols ou au contraire de la perte de biodiversité. Demain, il va falloir produire plus de blé qu'aujourd'hui, encore une fois, dans des conditions géographiques transformées, et donc il va falloir faire mieux avec moins, et une consommation de blé qui risque demain de se localiser encore davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste, le changement climatique, c'est un énorme défi climatique, agronomique, scientifique. Il faut de l'innovation, il faut de la science, il faut de la recherche, mais il va falloir de la solidarité, de la coopération, et encore une fois, de l'interdépendance au niveau international.